On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle de la nouvelle campagne de financement de la Fondation Santé avec la vente des lumières d'hiver pour illuminer le gros méga sapin qu'on va avoir devant l'hôpital du Richelieu. Mais d'abord, parlons de la rentrée parlementaire à Ottawa avec la députée fédérale Christine Normandin. La Chambre des communes à Ottawa va reprendre ses travaux. Il y a eu une élection il y a plusieurs semaines, assermentation des députés, du nouveau cabinet, des nouveaux ministres ou des changements de portefeuille dans certains cas. Et notre député ici à Saint-Jean, qui est du Bloc québécois, donc de l'opposition, est toujours leader adjointe en Chambre, mais aussi s'est vu remettre un nouveau mandat, celui d'être porte-parole de la Défense nationale pour l'opposition, donc la critique officielle. Elle est avec nous, Christine Normandin. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, M. Latour. Bonjour. Donc, ce nouveau rôle-là, il vient un peu de soi dans la mesure où on est dans un comté à prédominance militaire. Bien, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai reçu l'appel des François Blanchet me disant « tu vas voir, je vais te confier un dossier différent. Il y aura eu du mouvement comme porte-parole. Je vais t'expliquer pourquoi je voudrais te donner le dossier de la défense. » Là, il me dit « Bon, dans le contexte du scandale des inconduites sexuelles, ce sera un dossier chaud à l'automne, à titre d'avocate, à titre de femme aussi, avec tu es quelqu'un qui impose une certaine autorité morale. » Je l'ai pris comme un compliment. Il m'a dit, j'aimerais que ce soit toi qui portes le dossier. Puis là, je lui ai dit, ça tombe bien, ça s'inscrit aussi dans la lignée de tous mes prédécesseurs qui ont déjà porté le dossier dans Saint-Jean, vu la base militaire, la garnison et le collège. Puis il me dit, j'avais même pas pensé à ça. Fait que finalement, ça c'est comme... Les astres se sont placés. Probablement que les chefs des autres partis ont déjà peut-être eu la même logique aussi, mais... Parce que Claude Bachand a été longtemps le porte-parole de la défense pour l'opposition au Bloc, à l'époque de G. Et peut-être même Lucien Bouchard, là, je remonte, là, mais même chose. Même le député au pouvoir, Jean Rioux, a été secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale pendant un certain temps aussi. Exactement. Donc, visiblement, à Saint-Jean, ça fait partie... C'est dans l'ADN, mais à la base, c'était pas nécessairement sur ça que la décision s'est prise. C'est vraiment au fait de en voyant l'actualité politique et ce qui risque de nourrir les médias cet automne. Bon, puis je me rappelle justement dans les années où Claude Bachand était le critique, il était appelé à voyager très souvent, il est allé en Afghanistan, entre autres, parce que c'était ça à l'époque. Donc, là, ce mandat-là, vous l'accueillez comment? Il va vous amener où? Pour vous, actuellement, mis à part, là, on parle de Saint-Jean, mais coast to coast, là, je veux dire, le Canada au grand complet. Être critique de l'opposition pour la défense nationale, ça implique quoi? Bien, en fait, ça risque d'impliquer beaucoup de choses et de façon encore peut-être plus large dans le contexte actuel. Dans les premières entrevues que j'ai eu à donner, on a parlé entre autres de la question des F-35, puisqu'on doit faire l'acquisition dans la prochaine année, fort probablement, ou à tout le moins choisir qui sera le fournisseur. Là, je dis F-35, mais c'est parce que c'est celui qui semble le plus pressenti, mais il y en a d'autres qui sont sur la liste des compétiteurs. Et on m'a parlé de ça, à savoir qu'est-ce que ça ferait, par exemple, de choisir les F-35 où il y a beaucoup moins de retombées économiques ici. Quelles sont vos positions par rapport au choix du prochain chasseur? Mais j'en ai parlé déjà, le dossier des inconduites risque d'être celui qui sera le plus porteur et ça a même probablement un petit peu dirigé le choix de la nouvelle ministre de la Défense nationale, Mme Annan, le fait qu'elle est une femme et qu'elle est la première à assumer ce poste-là, là, outre de ce que je comprends, Kim Campbell, qui l'a eu pendant quelques mois. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait cette tangente-là aussi très humaine au dossier de la Défense nationale, qui n'est peut-être pas quelque chose qu'on a nécessairement vu par le passé. Je ne veux pas présumer, mais quand on regarde ça avec le recul, nous, comme citoyens, l'impression qu'à la Défense nationale, il y a comme un petit problème de leadership ou d'apparence de leadership, parce que là, il y a plusieurs hauts gradés, là, partant du chef d'état-major à d'autres en dessous de lui, là, qui ont fait l'actualité, pas pour les bonnes raisons. Ça entache, et je me mets à la place même d'un soldat de l'armée là, qui dit « Coudon, là, mes boss en haut, là, ça fait dur depuis un temps. » Sérieusement, là... Et je comprends qu'on change de ministre à Ottawa, là, mais comment on peut s'assurer, justement, dans le job de critique, de s'assurer que le gouvernement, cette fois-ci, prenne les bonnes décisions et place les bonnes personnes dans l'échiquier de la défense, là? Je me permets d'espérer que peut-être la dynamique va changer un peu avec la venue de Mme Annan. Je n'ai pas collaboré avec elle directement dans la dernière législature. Certaines de mes collègues, par exemple, l'ont fait. Elle semblait avoir un bel esprit d'ouverture et être quelqu'un de très collaboratif sur les dossiers. Qui est-elle, cette dame? C'était la dame qui était responsable de l'approvisionnement dans la dernière législature, donc la responsable de l'acquisition des vaccins.
médecin, entre autres, pour la gestion de la pandémie. On m'a dit d'elle qu'elle était très travaillante, très à son affaire dans les dossiers. Et moi, la façon dont je le vois, c'est que s'il y a un dossier dans un avenir approché pour lequel il faudra mettre de côté une certaine forme de partisanerie, c'est celui-là. Parce que justement, vous l'avez mentionné, on parle de victimes, d'une part, qui commencent à parler dans certains cas, qui ont probablement caché certaines choses ou se sont fait imposer de cacher certaines choses pendant plusieurs années. C'est très délicat et on doit avoir ces personnes-là à l'esprit lorsqu'on on gère ce dossier-là. On ne peut pas faire abstraction de ce véhicule-là et se lancer dans de la partisanerie pure. Et il y a l'aspect, comme vous avez dit aussi, des militaires qui aimeraient qu'il y ait un lustre qui revienne sur les forces et qui a été très... Le vernis a beaucoup craqué à cause de ça. Et on leur doit aussi de leur redonner une forme de fierté dans les forces. Donc, dans la façon dont on abordera les dossiers, je pense que c'est important. Et ce n'est pas les recommandations qui manquent. Il y a déjà du travail qui a été fait, notamment avec le rapport de la juge Deschamps. Plus localement ici, est-ce qu'on a des enjeux particuliers avec la garnison et le collège militaire? Mais je pense que si vous me parlez justement des inconduites ou quoi que ce soit, je pense que ça, c'est de façon générale. Puis on l'a vu notamment dans certaines dénonciations qui ont été faites, des gestes qui ont été posés ici, à Saint-Jean. Comme les libéraux avaient mentionné dans leur dernière plateforme, qui étaient intéressés peut-être à avoir un organe qui pourrait s'appeler, par exemple, Collège de la paix ou quoi que ce soit, on peut voir, est-ce que ce serait une idée intéressante d'avoir quelque chose qui serait plus spécialisé sur le dossier des inconduites? C'est très embryonnaire comme idée, mais la question peut se poser, est-ce que ce serait bien d'avoir un centre de traitement des plaintes, un centre de formation, un centre de leadership féminin? La question peut se poser, je pense que ça va être à discuter dans le contexte de la ville garnison qu'on est. Est-ce que M. O'Toole, chez les conservateurs, a nommé son cabinet fantôme? Bonne question. Je ne crois pas avoir vu passer Vous ne savez pas encore qui va être critique chez les conservateurs? Je connais déjà la composition de l'ancien comité, mais à savoir s'ils reviennent, je ne suis pas certaine encore. Bon. Vous demeurez leader adjointe en Chambre. Donc, c'est un mandat ou des responsabilités que vous connaissiez déjà. Donc, ça va tout simplement se poursuivre. Est-ce que ça sera différent que l'ancienne législation? Mais je pense qu'on n'a pas eu le temps encore de laisser refroidir tant que ça ce qui s'est passé dans la dernière législature pour dire qu'il y aura beaucoup de renouveau. Là, on n'a quand même fait que 2 ans, dont une grande partie en pandémie. Mais on se remet... L'avantage d'avoir été renommé rapidement comme leader adjoint, c'est qu'on a pu se remettre à la planche à dessin et au travail rapidement, malgré qu'on a 2 mois qui s'écoulent entre l'élection et la nouvelle session en Chambre. Nous, on est déjà sur justement mettre en liste quelles sont les priorités, voir sur quoi on s'attaquera, à quoi on s'attaquera comme dossier en premier. Donc, ça a permis de remettre l'équipe rapidement au travail. Là, on n'a pas chômé. Bon. Avez-vous un calendrier? Savez-vous déjà quelles seront les prochaines dates à venir? Là, la sermentation est complétée. Est-ce qu'on a une première date pour l'ouverture de la session, discours du trône et tout ça? Ce qu'on entend, c'est le 22 novembre. Comme retour en Chambre. On est à 2 mois après l'élection. On devrait siéger environ 4 semaines en intensif jusqu'à quelque chose comme le 17 décembre, juste avant les fêtes. Donc, on devrait avoir un Parlement qui siégera relativement normalement pendant 4 semaines. En quel format? Est-ce que ce sera hybride ou pas? Ça, on ne sait pas encore. On est toujours en situation de gouvernement minoritaire. Bon, ça va-tu durer 1 an, 2 ans, 3 ans, même 4 ans? Certains vont jusqu'à dire que là... peut-être que ça sera ça. En même temps, bon, les conservateurs aussi ont des petits enjeux à régler de leur côté. Est-ce qu'ils vont garder leur chef ou non? On verra l'avenir. Pour le Bloc, c'est pas mal un copier-coller de la dernière élection. Bien, en fait, il y a quelqu'un qui nous a sorti la statistique. Yves François, notre chef, aurait été le seul chef fédéral à ne pas perdre de députés entre 2 élections de l'histoire de la Confédération. Donc, oui, ce sont nos mêmes députés qui sont revenus, outre ceux qui avaient annoncé qu'ils quittaient de toute façon et que c'est des nouveaux députés qui les ont remplacés. Il y a eu quelques recomptages qui, malheureusement, pour vous, oui. vous ont enlevé de l'espoir auprès de quoi? Deux collègues qui ont passé proche de gagner? Bien, en fait, moi, je pense surtout à Pat O'Hara, qui avait été annoncé vainqueur dans la soirée. Il y a eu une erreur dans les chiffres et finalement perdu par 12 votes, 12 petits votes. Quand on dit que tous les votes comptent, là, ça, c'est un exemple assez criant. Contente que la campagne soit derrière vous, contente de reprendre vos fonctions, de reprendre cette espèce de routine pour vous-même, pour le bureau, pour le Parlement et tout ça? Oui. Contente que la campagne soit finie, oui, même si, dans les faits, j'aime quand même ça, faire une campagne. Elle est un peu particulière vu le contexte de la pandémie, mais contente de revenir avec le bureau et de reprendre le collier aussi pour la colline. Tranquillement, on sent le rythme revient, là, mais j'ai hâte de retomber vraiment dans les dossiers, dans le travail en comité, dans la préparation des périodes de questions, des débats en chambre, des discours. Ça fait partie aussi de la petite adrénaline politique qu'on aime beaucoup. Ça, oui, pour ça, j'ai hâte au 22. Bon. Localement, avez-vous des enjeux particuliers que vous souhaitez adresser d'ici Noël?
souvent des dossiers de comté qu'on appelle, plus personnels, mais est-ce qu'il y a des enjeux sur lesquels vous désirez tout de suite mettre la table? Il y en a quelques-uns, oui, auxquels je pense, mais qui risquent de devoir peut-être attendre un peu aussi l'élection municipale, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont en collaboration avec les élus municipaux et avec aussi quelles seront leurs propres priorités, dépendamment de la couleur qu'on aura, là, entre autres, à Saint-Jean. Mais oui, au niveau économique, il y en a plusieurs que je souhaite suivre. Là. Il y a le dossier d'InnoSecure qui m'intéressait, le dossier de l'aéroport aussi, qui, dépendamment qui sera en place, aura vraiment différentes possibilités. Donc ça fait partie de ce à quoi je souhaite vraiment m'attaquer rapidement, mais ça va se faire en collaboration, donc il faut quand même que j'attende un peu que les On est en mode attente. Oui, mais je comprends. Avec de la fébrilité beaucoup. Je comprends. En même temps, il y a un problème qui touche tout le monde, fédéral, provincial, municipal, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Et qui va avec ça un peu, on en parle beaucoup avec les candidats municipaux, pénurie de logements dits abordables. Et là-dessus, il y a des subventions potentiellement qui viennent du fédéral qui pourraient aider. Ça, c'est un gros morceau, ça. En fait, deux questions là-dedans. Au niveau de la pénurie de logements, le fait que le fédéral souhaite toujours un peu mettre le gros drapeau du Canada sur le chèque qu'il envoie, ça a retardé de beaucoup le développement de plusieurs unités parce que ça a pris plusieurs années de négociations pour que l'argent soit finalement transféré. Et le fédéral ne semble pas avoir la même définition d'abordabilité que, par exemple, Québec, avec ses programmes spécifiques. Là, puis on l'a vu dans les médias, là, des logements à 2 200 $ par mois considérés comme abordables. Ça ne répond pas nécessairement à la réalité de plusieurs travailleurs. Au niveau de la main-d'œuvre, on avait avancé plusieurs propositions, notamment crédit d'impôt pour les plus âgés, les 60 et plus qui voudraient revenir, crédit d'impôt pour les étudiants, pour des gens qui veulent s'installer en région, des immigrants qui... On risque d'avoir quelque chose qui va porter là-dessus justement pour s'attaquer spécifiquement à la question de la pénurie de la main-d'œuvre, qui va aussi en lien avec mon ancien dossier que j'aurai peut-être à l'œil malgré tout, qui est le dossier de l'immigration. Dernière question, plus personnelle. On patine, éco-vedette, on baisse les lumières, la question qui tue. Comment se fait-il que Christine Normandin, que j'ai devant moi, ne ressemble pas à celle que j'ai vue sur les poteaux? Ah, bien là, il y a même plusieurs personnes qui ont eu la difficulté à me reconnaître. Qui vous ont pas reconnu quand vous êtes rentrés, là. Je vous fais une confidence. Mes photos de pancartes électorales, parce que nous autres, on était prêts, gouvernement minoritaire, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut être dissous. Mes photos de pancartes électorales étaient prêtes depuis le mois de février. Donc, il a fallu que je garde le même style que celui que j'avais au mois de février. Puis j'aime ça quand même un petit peu changer. Là, j'ai fait des conventions de coiffure pendant plusieurs années. J'aime ça avoir une nouvelle tête. Il fallait que je me retienne. Je me suis gâtée après l'élection, au moins me couper un petit peu le toupette, puncher un petit peu plus le rouge et je suis passée au LASIK. Donc, adieu les lunettes. Je n'aurai pas de brume comme Ginette en entrant dans les commerces avec mon masque cet hiver. C'est Normandin, merci beaucoup pour ces précisions très importantes toujours un plaisir. Pour l'électorat de Saint-Jean. Merci. Restez avec nous. On va revenir après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Parle-nous un peu du show cette semaine. On va faire une savate. Oui, on va jaser de la Fédération montérégienne de lutte avec notre chum Éric Ouimet. Je suis déjà essoufflé. On va laisser ça à d'autres. Moi aussi. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Parlons de la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville. Nouvelles activités, nouvelles sources de financement, lumière d'hiver au coût de 5 $. On en parle avec Julie Coupal, sa directrice générale. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric, merci de l'invitation. Qu'est-ce que c'est ça, les lumières d'hiver? C'est notre toute nouvelle campagne dont l'idée a germé il y a un petit peu plus d'1 an, juste avant les fêtes l'année passée.
dans la période de la pandémie, tu sais, novembre, hein, c'était un petit peu noir et tout ça. Donc, l'idée a commencé à germer là, de dire, mon Dieu, que ça prendrait de la lumière, un à l'hôpital, un pour tout le monde. Et nous, à la Fondation, bien, on avait aussi besoin d'une nouvelle campagne de financement. On réfléchissait à comment le faire. On voulait que ce soit grand public. On voulait que ce soit COVID-proof, donc pas un événement où il y a un rassemblement de personnes. Et surtout pour remplacer là, la perte de revenus générés là, par la perte du stationnement, où là, c'était tout le monde là, donnait leur petit don là, de 5 $ quand ils venaient visiter l'hôpital. On n'avait plus cette opportunité-là pour les gens. Donc, on s'est dit, faisons une campagne grand public qui touche tout le monde et qui atteint plusieurs objectifs. Il y a l'objectif de financement, mais l'objectif aussi de supporter les travailleurs de la santé pendant une période des fois un peu plus difficile, les patients qui sont hospitalisés pendant la période des fêtes. Donc, on leur dit, on va mettre un sapin géant, tout illuminé, en face de l'hôpital et on va vendre les lumières là, de façon virtuelle. C'est aussi une formule qui a été prouvée ailleurs, dans d'autres hôpitaux, et qui fonctionne très bien. Est-ce que le sapin a déjà été trouvé? Oui, ce sera un sapin naturel. 30 à 35 pieds qui provient de East Hereford. Ah, ouais. Oui, donc il va être livré là, aux alentours du 20 novembre. 30 à 35 pieds, c'est quand même imposant. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu ce qu'ils font à Sherbrooke. Il y avait un grand sapin J'en ai à la plage. entendu parler, oui. Oui, donc on s'est inspiré de ce qu'ils faisaient à Sherbrooke et on a d'ailleurs le même producteur de sapins là, qui leur fournit leur sapin, qui mettait à la place du marché. Maintenant, ça l'a changé d'endroit. Là. Donc, le méga supra sapin sera installé prochainement devant l'hôpital? Oui, tout à fait. Il devrait arriver autour du 19-20 novembre. Ensuite, quelques jours d'installation. On va faire une espèce de décor de Noël à la base aussi, les lumières. Et c'est le 25 novembre qu'on va illuminer officiellement notre sapin, et ça jusqu'au début de la prochaine année. Là, on dit quoi? Il y a 10 000 lumières dans le sapin? Il y en a un petit peu plus. Notre objectif, c'est vraiment d'en vendre 10 000 à 5 $. Il va y avoir aussi des lumières illuminées dans le sapin, donc des lumières scintillantes. Donc, on demande aux gens qui veulent faire peut-être un don plus important d'en acheter une à 25 $, quoique les gens peuvent acheter plusieurs lumières à 5 $. Et on invite aussi les individus et les entreprises à se procurer des lots de lumière également. Et là, comment ça fonctionne? On s'en va sur jedonnelumière.com. Ça, c'est le site qui me dirige. J'achète une ou des lumières. Exactement. Et là, après ça, bon, évidemment, c'est un processus d'achat, mais ultimement, quoi, vous allez installer la lumière dans l'arbre en mon nom? C'est très symbolique. Ouais, c'est très symbolique, en fait, que chaque personne pourra avoir le plaisir de choisir sa lumière. On allume le sapin au complet le 25 et la vente va se continuer par la suite. Il n'y aura pas de gradation de sapin. Là, mais c'est juste, mais c'est symbolique de dire, j'ai contribué à acheter des lumières dans le sapin qui est devant l'hôpital. Exactement. C'est quand on va passer devant sur séminaire. Et là, de ce que je comprends, les dons dédiés à cette campagne vont aller au projet de santé mentale? Oui, donc on est déjà venu d'en parler ici. C'est notre projet majeur à la Fondation. Donc, on doit amasser 2,5 millions sur 5 ans. Ça va bien. On est rendu là, à la moitié de l'argent amassé, mais il faut qu'on continue. Donc, on dédie cette campagne-là et on sait que les gens qui ont des problèmes de santé mentale, la période des fêtes, c'est souvent une période un petit peu plus noire, disons, pour ces gens-là. Donc, on va leur mettre de la lumière aussi dans leur vie. Bon, et rappelons, qu'est-ce qu'on va faire avec ce 5 millions en santé mentale? Ce 2,5 millions 2,5, que pardon. nous... C'est moi qui ai doublé dans ma tête. Oui, bien, en fait, c'est un projet de plus de 6 millions parce que le 6 Oui, au aussi total, avec le contribue, 6. ouais. Là, puis, en fait, on refait ouais. complètement l'unité de psychiatrie à l'hôpital du Haut-Richelieu. Donc, toutes les chambres vont être refaites, le poste de garde, les espaces communs dont... les salles de bain font partie des espaces communs qui sont dits pour être faits et toute la grande salle commune également. Donc, c'est un projet qui va être échelonné sur à peu près 3 ans parce qu'on ne ferme pas l'unité. Donc, il va y avoir comme une portion de la salle commune qui va être transformée en espace temporaire. Et là, une à une, on va faire les chambres jusqu'à temps que l'unité soit refaite. Et on sait que l'hôpital, elle a quoi? Elle a 50 ans. Il n'y a pas eu beaucoup de travaux majeurs à cette unité de fait depuis les débuts. Donc, c'est maintenant. Donc, on met quelque chose de moderne, quelque chose qui va être vraiment normalisant pour les patients. Donc, un projet de 6 millions auquel la Fondation contribue à hauteur de 2,5 millions. Exactement. Et on se donne donc un maximum de 5 ans pour ramasser la somme. Et jusqu'ici, on a la moitié de recueilli. Exactement. Et cette campagne des lumières d'hiver pour le sapin
de Noël, bien, cet argent-là va aller directement au projet de santé mentale. Exactement. Bon. Mais du même coup, Ouais. oui, l'argent va au projet en santé mentale, mais ce projet-là, c'est pour tous les patients. C'est pour même tous les gens de la communauté, tu sais, qui gravitent autour de cette artère-là qui est super passante. Il y a une artère qui est aussi, un quartier qui est aussi pas mal densément peuplé, où il y a peu de décoration de Noël. Donc, la ville est partenaire avec nous pour être capable d'offrir à notre monde un beau sapin puis un beau décor des fêtes dans ce secteur-là. Bon. Vous avez aussi des partenaires d'affaires importants que vous appelez des partenaires étincelants. Tout à fait. Sans quoi, puis ça, c'est important de le dire, sans une communauté d'affaires dans une région, une fondation comme la vôtre ne peut pas y arriver. Ça prend cet apport-là des citoyens, oui, mais aussi des gens d'affaires. Bien, tout à fait. Desjardins, c'est le présentateur de l'événement. Desjardins est fidèle chez nous comme ailleurs, là, est souvent un partenaire majeur, sinon le présentateur des grands événements qui ont lieu. Cette campagne-là, tu sais, le sapin, il ne vient pas évidemment gratuitement, il y a des frais qui encourent ça. Si c'était juste avec les dons du public, on n'arriverait pas à faire quelque chose de vraiment rentable et d'atteindre nos objectifs. Donc, on a plusieurs partenaires, puis là, je ne veux pas l'oublier. Mais Desjardins, c'est notre présentateur. Il y a le groupe Le Sieur qui sont toujours là, Jean Coutu, Kinatex, très fidèle partenaire, Groupe Gagnon. Oui. Et on a plusieurs partenaires aussi logistiques tu sais, qui viennent nous aider à monter le décor. Groupe Carte Blanche. Carte Blanche. J'ai dit groupe, mais je ne suis pas sûre que c'est groupe. Mais bref, Robert chez Carte Blanche qui nous aide beaucoup aussi. Québec électrique, l'Odium, bref, j'en oublie sûrement quelques-uns que tu as sur ta liste. Oui, moi, je les ai devant moi, c'est très fascinant. Carte Blanche, Québec électrique, Steve Steakhouse, Sport Expert, Tim Horton, Transport Bourassa et Noréa Foyer. Exact. Puis les autres qu'on nommait tantôt, c'était Desjardins, Kinatex, Saint-Jean-Chambly, le groupe Le Sieur, les frères Gagnon, la Grande Quincaillerie, Pharmacie Jean Coutu, la Ville de Saint-Jean, le Canada français, Beaumétran. Voilà. Super. Donc, plusieurs de ces partenaires-là, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais nous aident à faire une espèce de cérémonie, bien, pas une espèce, une cérémonie d'élimination le 25. Donc, si les gens peuvent venir, évidemment, à cause du COVID, les places sont limitées et il faut s'inscrire sur le site de la Fondation, mais Valérie Lahaye va faire un petit spectacle en chanson. Père et Mère Noël seront là. On va faire un photo booth où les gens vont pouvoir venir prendre leurs photos des fêtes sur place et repartir avec leurs photos. Donc, ça va être quelque chose de pas mal le fun pour souligner l'arrivée des fêtes. Donc ça, c'est le jeudi 25 novembre à 18h. Tout à fait. Défi Je bouge, vous avez émis votre bilan récemment. Qu'est-ce que ça donne? Oui, en haut de 80 000 donc on a dépassé l'objectif. On s'était fixé un 75 000. On est vraiment contents. Les gens se sont mobilisés, ont créé des défis vraiment originaux, ont sollicité leurs amis, leurs familles, les collègues de travail. Donc, on peut dire mission accomplie pour le défi cette année. C'est quoi l'avenir des prochaines activités, financement, post-COVID? Là, on est comme sur la fin de la 4e vague, peut-être en avoir une petite 5e, on ne sait pas trop. Bref, pour des organisations comme vous qui vivez de revenus principalement d'activités de sociofinancement et donc d'activités sociales, comment vous voyez 2022, là? On le voit avec... ben moi, je suis quelqu'un d'assez positive dans la vie, tu sais, fait que je vois ça, j'appréhende ça très positivement. On n'ira pas de l'avant avec, de notre côté, une soirée bénéfice encore en 2022. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On laisse l'année passer. On ne sait pas encore de quoi ça sera fait. Est-ce que les gens vont répondre présent, tout ça. Par contre, au niveau du défi Je bouge, on planche vraiment sur un événement présentiel. En fait, il y a eu plusieurs courses qui ont eu lieu durant la saison, malgré les mesures sanitaires. C'est sûr que ça l'enlève un peu de magie, tu sais, au niveau des spectateurs sur place, mais on espère que l'année prochaine, on va pouvoir tenir. On travaille sur ce plan-là. Donc, le souhait serait de revenir avec un défi Je bouge normal pour le mois de septembre 2022? Améliorer, oui, avec plusieurs nouveautés. En fait, depuis 2020, là, on a une banque de nouveautés qu'on voulait mettre en place pour le défi Je bouge et qu'on garde dans notre poche. Donc, on a vraiment hâte là, de les mettre en place finalement l'année prochaine. Mais pas de soirée prestige avec repas dans une salle, ça, pour le moment, non. Non. On prévoit pour 2023. Ça va être un anniversaire important pour la Fondation, donc notre 40e anniversaire. Donc, on va relancer notre soirée
bénéfice, probablement, avec des nouveautés, probablement quelque chose de différent Ouais. pour célébrer cet anniversaire important-là de la Fondation. Mais en même temps, ce qu'il faut expliquer, c'est que pour vous, organiser une soirée comme ça, c'est beaucoup d'efforts. Mm-hmm. Puis si on est obligé d'annuler ça à la dernière minute, c'est un peu plate, là. C'est ça, la réalité. On met beaucoup d'efforts là-dedans, là. Bien, tout à fait. Puis on sait ce que c'est une activité bénéfice. Bon, un souper bénéfice, ça amasse des fonds. Mais il y a des coûts importants qui sont reliés à ces activités-là. Donc, il y a plein d'autres objectifs qu'on va chercher, dont voir notre monde, voir nos donateurs, rendre hommage, Ouais. tu sais, de la reconnaissance. Donc, puis nos ressources humaines sont limitées aussi à la Fondation. Donc, si on met beaucoup d'efforts à monter une activité, puis que pour une raison ou une autre, c'est pas juste les revenus qu'on perd, mais il y a d'autres objectifs aussi Ouais. qui ne sont pas atteints. Ou si le nombre d'invités est insuffisant, nos coûts demeurent les mêmes. Donc, on ne veut pas se risquer à ce niveau-là. Donc, on a juste comprends. dit... Puis cette année, on a eu une bonne année quand même. Ne pas faire une activité de ce type-là nous permet de mettre des efforts ailleurs, dans d'autres formes de sollicitation, Ouais. qui sont souvent, tu sais, au pourcentage plus payantes que d'organiser une soirée bénéfice. Je comprends. Mais c'est un calcul intéressant, puis je pense que c'est important que le public en soit au courant, là, parce que je me mets à la place des organisations comme la vôtre, qui vivaient ou qui viviez à l'époque d'activités très sociales. Donc, comment on se réinvente, hein, le fameux mot à la mode, mais en même temps, il faut passer le temps aussi. Oui. Mais j'en ai déjà glissé quelques mots ici. Souvent, le portefeuille d'activités bénéfices, le nombre d'activités sont peut-être trop importants proportionnellement aux autres types d'activités de collecte de fonds. Donc, la pandémie ouais. nous permet vraiment De porter une revoir ça. réflexion, et prendre des nouvelles décisions parce que tout va être nouveau l'année prochaine, là. Donc, si vous désirez illuminer le méga sapin de Noël qu'on va installer devant l'hôpital du Richelieu dans les prochaines semaines avec plus de 10 000 lumières, 5 $ la lumière. Donc, vous pouvez en acheter une et plusieurs. Allez sur jedonnelumière.com. Merci beaucoup. Merci, Éric, très gentil. Reste avec nous. Au retour, Babillard quotidien. N'oubliez pas, ce dimanche, élection municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous avez des questions de dernière minute, allez sur le site Internet de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez les informations à l'écran. Et parlant d'élection, ne manquez pas ce dimanche, 7 novembre, de 20h à minuit, émission spéciale ici même à la télévision du Richelieu pour analyser et vous informer de la divulgation des résultats et quelques entrevues avec les vainqueurs durant cette soirée. À demain. Bye-bye.